Bonjour Esser Midani. Bonjour Tom bonjour à tout le monde aussi, tous ceux qui nous écoutent de Damas, encore une fois. Donc voilà, je vous salue tous. Merci Essar. Oui, effectivement, nous sommes en direct avec vous depuis Damas, parce que vous êtes à Mhm. Damas, toujours, Oui, et en direct. Et vous allez nous donner un aperçu de l'actualité qui s'est produite il y a depuis 15 jours. Hein. Il y a eu beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup de choses qui se sont produites. Je voulais faire une parenthèse quand même. Parce que c'est l'occasion, mm, vous êtes avec nous, vous êtes recouverts de châles, d'écharpes, etc. Parce que les gens en Occident ne se rendent pas compte, mais en Syrie, il y a un déficit d'électricité, d'énergie, et que vous êtes soumis à des températures glaciales en ce moment, et que vous faites l'effort pour nous de rester immobile dans un appartement qui malheureusement ne possède pas la température doucereuse qu'on pourrait constater en Occident. Donc je vous mm. remercie pour ça aussi, c'est de patienter comme ça dans le froid pour nous donner cet éclairage si indispensable de ce qui se passe en Syrie. Oui, mais en effet, en fait, en ce moment, il fait très froid en Syrie. Il y a des températures très rigoureuses et très dures qui vont jusqu'à -5, -10. Avec bon tempête, vent, pluie glaciale et neige sur les hauteurs. Bon, c'est un temps d'hiver. Les gens pensent qu'en Syrie il fait toujours beau et chaud, et en fait non, il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. C'est un climat continental. Et je peux dire que c'est les agressions terroristes sur l'infrastructure syrienne, notamment sur les centrales de production d'électricité d'une part, sur la main basse sur le pétrole syrien et le vol systématique de notre pétrole, mais aussi l'agression contre les champs de traitement de gaz, les champs de Al-Sha'ib du côté de Palmyre. Bon, tout ça contribue à rendre la vie du peuple syrien très très difficile. Et nous avons, dans le meilleur des cas, 1 heure ou 2 d'électricité par jour. Bon, ça dépend des régions, bien sûr. Alep est sans électricité depuis des années. Ça n'a fait jamais, comment dire, ça n'a jamais fait hurler les Ouais. organisations humanitaires. Sans eau, puisque les terroristes avaient aussi mis main basse sur le réseau de distribution d'eau. Les gens vivent avec des moyens très difficiles. Donc, par-dessus le marché, ils reçoivent régulièrement des obus, des missiles sur la tête, et des missiles de plus en plus tueurs et de plus en plus dangereux, avec du phosphore, avec aussi, il y a eu utilisation, je rappelle, du chlore, du gaz moutarde, à Alep, donc contre les habitants d'Alep-Ouest. Mhm. Ça n'a fait réagir personne, en fait, depuis 2 ans qu'ils reçoivent ça sur la figure. Les médias occidentaux, les médias mainstream, les organisations humanitaires, les pays qui prétendent être démocratiques et défenseurs des droits de l'homme, tout ça, tous ces pays et ces organisations n'ont jamais tilté pour cette souffrance, en fait, que subit le peuple d'Alep, enfin le peuple syrien en général. Et comme on parle d'Alep, je parle d'Alep-Ouest en particulier. Donc depuis 4 ans, réellement depuis 2012, le moment où les terroristes sont entrés dans Alep. Et voilà que tout se met en branle lorsque l'armée syrienne avance sur Alep-Est, où était localisé un QG, apparemment un quartier général des terroristes, et qui, à partir de là,
euh, comment dire, faisait des attaques vraiment systématiques contre la population civile et Mhm. systématiquement, à chaque fois que l'armée syrienne avançait, ils se vengeaient, eux, de la population civile en envoyant systématiquement des missiles et des missiles de grade de plus en plus tueurs, des Tau, des grades, etc. Et en même temps, il privait et il dominait la population d'Alep Est qu'il prenait en otage. Voilà. Et pendant ces 5 jours, les 15 derniers jours, voire le dernier mois, on peut dire, l'avancée de l'armée syrienne était importante puisque la décision de libérer Alep a été prise et une avancée donc sur le sol, mais aussi protégée des tirs euh, de l'aviation. Je tiens à rappeler quand même un Oui. certain nombre de faits. C'est que pendant 30 jours avant, une trêve a été faite, qui n'a jamais été acceptée par les groupes terroristes, et même celle qui a été acceptée n'a jamais été respectée. Pendant 30 jours, aucun bombardement sur Alep n'a eu lieu. Il y a eu 8 passages humanitaires qui ont été protégés, qui ont été proposés à la population d'Alep Est pour sortir. 2 passages étaient consacrés aux terroristes et à tous ceux qui veulent parmi eux aussi se rendre. Donc passage protégé, sauf passage, on peut dire, pour 2 passages pour les terroristes et 6 passages pour la population civile où des ambulances les attendaient et possibilité d'accueil. Donc beaucoup de tracts ont été distribués par hélicoptère sur la ville, sur les quartiers est de la ville, expliquant où se trouvent ces passages, expliquant aussi que de toute façon l'armée l'armée et le pays accueillaient la population civile, que ceux qui veulent se rendre parmi les hommes armés, si on veut dire, ils pouvaient se rendre et ils pouvaient profiter d'une amnistie aussi dont les effets ont été prolongés puisque cette amnistie a été décidée par le président de la République pour tous ceux qui veulent se rendre et qui reviennent au sein de la patrie pour mener une vie de citoyen normal. Mhm. Et aussi donc ceux qui ne veulent pas se rendre et rendre leurs armes, ils pourraient être conduits là où ils voudraient être conduits, c'est-à-dire soit à Idlib, qui est le deuxième rassemblement réservoir des terroristes, ou à Raqqa. Donc, ces appels ont été faits à la fois donc par tract, par voie de tract, par voie de haut-parleurs, par des messages qui ont été distribués sur les téléphones mobiles, par tous les moyens de communication qui ont été envoyés à la population et à ces hommes armés, si on peut dire, puisque de toute façon, en plus, pendant ce temps, se faisaient aussi des discussions, des négociations entre la Russie et les États-Unis. Je ne sais pas si c'est important que je rappelle qu'il y avait eu un accord qui a été signé le 9 septembre déjà,
et que Oui. le 12 septembre, il a été déjà violé par les Américains, puisque ils ont bombardé l'armée syrienne en disant que c'était une erreur, mais dans le nord de la Syrie, la montagne Asarda du côté de Derzour, en tuant 85 soldats syriens, en blessant 100. Et c'était des bombardements qui ont duré pendant 1 heure, 58 minutes exactement. Et les Américains, c'était les forces dites alliées, la coalition anti-Daesh, mais qui en fait agit, à chaque fois qu'elle agit contre les infrastructures syriennes et contre l'armée syrienne. Donc voilà, Mhm. après cette parenthèse, je peux dire donc que les choses récemment donc ont abouti à un accord en fait pour après maintes et maintes discussions et violations de cette trêve, et des centaines et des centaines de civils qui ont été tués par les missiles des terroristes pendant cette période dite de trêve, puisqu'ils balançaient toujours des missiles sur Alep Ouest, et surtout visant donc des écoles primaires, des écoles primaires, secondaires, etc., les universités, les hôpitaux. Donc là-dessus, donc il y a eu une décision que de toute façon cette trêve s'arrête, hein, et il était temps que l'État syrien et russe prennent cette décision, puisqu'il y a eu en fait près de vraiment des centaines de personnes. C'était, pour vous donner une idée, c'était 300 personnes pendant le premier week-end où cette trêve a été décidée. 300 personnes ont été tuées. Donc, si vous multipliez ça par le nombre de jours du mois, ça en fait des milliers quand même. Et bon, donc voilà, cette décision a été prise. Donc l'avancée de l'armée syrienne a repris en direction du quartier d'Alep-Est. Et voilà que donc bien sûr l'armée a avancé très très positivement. Oui, c'était fulgurant même, hein. Et puis voilà. Et donc on arrivé en fait à avoir libéré pratiquement 99% du territoire d'Alep Est. Il restait donc il y a 2 jours, il restait 2,5 km et demi, dans lequel se concentraient les terroristes, leurs familles, mais aussi quand même nombreuses personnes civiles pour lesquelles il y a eu appel après appel. Beaucoup d'entre elles voulaient sortir, mais qui ont été attaquées. Ces passages ont été attaqués par des missiles aussi des terroristes pour empêcher les civils de sortir, puisque en fait ils les utilisent comme boucliers humains, puisque c'est leur présence qui fait que l'armée ne bombarde pas tous les quartiers. Et d'ailleurs, ils ont commis un massacre, hein, sur un des chemins de Qasr al-Bustan, où des familles comptaient sortir. Donc il y a eu une vingtaine de personnes tuées, femmes, enfants et vieillards, par des missiles des terroristes, hein. Et voilà que finalement on arrive, après beaucoup de discussions et de pressions, et notamment des discussions avec la Turquie, qui est elle le grand alimenteur, je peux dire, c'est la force qui alimente
les terroristes, qui les soutient et qui les dirige aussi sur le terrain. Donc cet accord avec apparemment Russie, Turquie a fait que on est tombé d'accord sur le fait que les terroristes sortent d'Alep Est, en laissant toutes les armes lourdes. Ils sortent avec seulement une arme légère. Ceux qui veulent se rendre, ils peuvent se rendre et ils seront aussi amnistiés. Leur situation sera régularisée comme les autres qui ont eu lieu à Daraya et à Mardamiye, que les civils pouvaient sortir. En fait, donc ceci depuis 3 jours. En fait, ça s'est fait il y a une semaine, mais depuis 3 jours seulement, les terroristes commencent à sortir. Et 190 000 personnes de la population civile ont réussi à sortir. Parce qu'au début, ils ont tiré sur tout le monde, mais l'avancée de l'armée syrienne a fait qu'ils ne pouvaient plus tirer. Et Oui, et ça, si je peux me permettre, oui, une parenthèse, oui, c'est que vous évoquez cette poche d'Alep qui est oui, encore présente quelque part, même s'il n'a pas du tout la même dimension qu'auparavant, où les jusqu'au-boutistes, je dirais, restent déterminés visiblement à empêcher la libération totale, l'évacuation totale d'Alep, hein, pour que la ville soit réunifiée à nouveau après 4 ans d'occupation. Les médias qui ont tendance à prendre fait et cause pour ces terroristes prétendent qu'il y aurait encore des dizaines de milliers de civils dans cette poche, alors que si on compte le nombre d'habitants déclarés par les médias par la surface occupée par la poche, on a, je dirais, la densité de population la plus élevée au monde. Alors on se demande bien absolument. comment ils peuvent retenir autant de monde dans un si petit réduit. Sans compter que Oui, effectivement, il y a déjà eu, grâce, je dirais, à la disponibilité technique des Russes et des bus syriens, des convois qui ont déjà eu lieu pour transporter une partie des terroristes en direction du gouvernorat d'Idlib, enfin de la partie oui, occupée par les terroristes à Idlib. oui, 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 oui. Oui, c'est en fait. Il y a une grande manipulation au niveau des chiffres parce qu'il disait avant que c'était 350 000 personnes qui étaient ou 250 000 personnes qui étaient dans ces lieux. En fait, lorsqu'il y a eu un appel pour sortir, la première partie, donc il y a eu 80 000 personnes qui sont sorties, 90 000 personnes qui sont sorties, qui ont été accueillies par par l'armée, par l'État, donc accueillis très agréablement, soignés. Aider et avec bon à la fois aide médicale, aide alimentaire, etc. Et puis hébergés dans un centre d'hébergement provisoire qui s'appelle Jibrin, Oui. où ils étaient vraiment c'est dans du dur, dans le centre a été prévu à cet effet. Et en fait, bon, on s'aperçoit que, alors qu'on parlait de 250 à 280 000, ben, il y avait 90 à 90 000 qui sont sortis, c'est tout. Après, on parlait de juste 2000 hommes armés, et puis on s'aperçoit avec les sorties là actuelles que c'était pas 2000, il y a 9700 qui sont sortis déjà, et il y en a encore. Hein, près de 2000 à l'intérieur, donc c'est plutôt 15 000 hommes armés qui étaient aussi dans cette petite poche, hein, justement, Mhm. qui sont sortis avec leurs armes et qui certains sont sortis, d'autres ne sont pas sortis. Alors je peux dire aujourd'hui il y a eu de très graves violations
de cet accord. Oui. Ces graves violations consistent d'abord, ils devaient sortir sans armes lourdes. Ils sont sortis apparemment avec des armes lourdes, mais avec la complicité de l'ONU et de la Croix-Rouge. Ah, bravo. Qui étaient là, puisqu'ils ont dit qu'ils ont inspecté les voitures. Ils sont sortis pas dans les cars verts, mais dans leurs voitures à eux, et qui ont été soi-disant inspectés par l'ONU et par la Croix-Rouge. Et aujourd'hui, donc, il s'avère qu'ils ont emporté avec eux des armes lourdes. Ça, c'est d'un côté. D'autre part, il était question. Alors, il faut dire que dans l'accord, il y avait la nécessité de libérer aussi tous les prisonniers de guerre de l'armée syrienne, Mhm. de les libérer, mais aussi en même temps libérer, sortir la population civile des deux villes de Foua et Kefaria, Oui. qui sont dans la partie du gouverneur en fait de la ville d'Edleb. Hein. C'est les banlieues de la ville d'Edleb, hein, Mhm. et qui sont encerclées depuis 3 ans maintenant, et qui reçoivent aussi tous les jours des missiles sur la figure envoyés par les terroristes, parce qu'à chaque fois aussi que l'armée syrienne avance, ils se vengent sur les habitants de ces deux villes qui se trouvent enclavées dans la région qui est dominée par les terroristes, qui est la région d'Idlib, et complètement encerclées par eux, donc ils leur tirent dessus systématiquement. Ces deux villes résistent, mais vraiment fantastiquement, depuis 4 ans, donc, et sont systématiquement bombardées par les terroristes. Donc, dans cet accord, il était question donc les terroristes sortent d'Alep Est avec leur famille et une arme légère seulement personnelle, qu'ils laissent les armes lourdes sur place, qui vont être reprises par l'armée, que parallèlement et simultanément qu'il y ait qu'on laisse sortir les civils de la ville, des deux villes de Kefaria et Foua, Oui. et surtout les blessés, les femmes, les enfants et les vieillards pour qu'ils puissent se faire soigner et donc qu'ils quittent cet enfer qui est cette enclave dans les lieux dominés par les terroristes. C'est des Et villes qui sont voilà, en chiites, hein, fait, c'est ça? la violation, ça a été, c'est qu'ils ont commencé à tirer sur les cars qui sortaient la population de Foua et Kefaria, Oui, oui, oui. d'un côté. De l'autre côté, ils ont amené aussi les prisonniers syriens de l'armée syrienne avec eux, ceux qui sortaient d'Alep Est. Donc, ils ont amené aussi les prisonniers syriens avec eux, enfin de l'armée, en les camouflant comme étant des membres de leur famille ou donc dans les voitures où où ils devaient sortir avec leur famille. Donc là, on s'en est rendu compte, je peux dire. Et donc là, c'était un coup d'arrêt des deux côtés, puisque d'un côté, ils tiraient sur les civils à nouveau, sur leur car, et de l'autre côté, ce car qui emportait aussi avec les prisonniers syriens, les prisonniers de l'armée. Et je dis syriens parce que, en fait, c'est un lapsus, mais qui représente une réalité, Oui, puisque la majorité de ces terroristes ne sont pas syriens. oui, oui. Donc voilà. C'est un lapsus significatif, je peux dire,
La majorité d'entre eux sont de toutes les autres nationalités. Il y a des Saoudiens, des Qataris, des Turcs, des Israéliens, des Tchétchènes, des Ouïghours, etc. Donc voilà, ça c'est la situation aujourd'hui. Donc on ne sait pas où ça va mener. On est retombé à nouveau dans une impasse. Et dans un arrêt, il y a eu quand même quelques cars qui sont partis. Il y a eu comme je disais, il y a eu 9757 terroristes avec leurs familles qui sont sortis, et il y en a d'autres qui attendent de sortir. Voilà. Bon, ça c'est un point. C'est la situation d'aujourd'hui. Je ne peux pas en parler plus puisque on ne sait pas où ça va mener. Par contre, il est important quand même de savoir et de noter que dans les quartiers est d'Alep Est qui ont été libérés, et où l'armée est allée après, pour faire le déminage, nettoyage, déminage, etc., où ils ont quand même miné pratiquement toutes les structures de la ville, etc. Mais là, on tombe sur des tunnels qui sont des véritables villes sous la ville, des hôpitaux de combat, dans les sous-sols, dans les tunnels qui sont éclairés, air conditionné, chauffés, etc. D'abord au niveau hôpitaux et équipements, il y a des équipements médicaux qui font rêver quand même les plus grands hôpitaux, je peux dire, donc avec des équipements et des instruments médicaux pour des millions de dollars. Ça c'est pour ce qui est plus des médicaments, plus etc. Un certain nombre de choses, en fait, de vrais hôpitaux entiers. Ça c'est un point. Il y a eu aussi la découverte de grandes réserves d'armement qui sont tout récents, d'armements grades, hein, des missiles, et je suis pas expert militaire, mais en Des fait roquettes. et des roquettes, des missiles, des munitions, des quantités d'armes qui permettent de faire la guerre pendant encore 2 ans dans un des stocks, dans une aire de stockage là qui est dans le quartier de Kallace, qui a été découvert. Dans ce sous-sol, il y a eu dans ces tunnels donc les quantités d'armes et de munitions qui y ont été trouvées permettent de faire la guerre pendant 2 ans au moins. Donc voilà. Plus alors les stocks d'aliments. Ah oui. Tout ceci. Alors les stocks d'armes. Enfin, je reviendrai après pour la provenance, mais les armes étaient fabrication bulgare, achetées par l'Arabie Saoudite et la Turquie, et puis qui sont là, donc manifestement toutes récentes, des livraisons toutes récentes, qui doivent dater donc de juin, donc pendant la période de la trêve. Hein. Je tiens quand même à signaler. Et après, donc. Oui, excusez-moi, excusez-moi. Oui, parce que des informations filtraient depuis quelque temps, pendant cette période de trêve, que Washington, ou en tout cas parmi ses alliés, avait décidé d'envoyer illico presto des stocks d'armes dans l'attente d'un encerclement complet d'Alep, pour pouvoir résister justement à cet encerclement. Et donc c'est la confirmation de ces informations, c'est-à-dire que
Et on évoque carrément des livraisons aussi de la part de Washington, hein, en particulier Absolument. les Manpad, les missiles antiaériens. Oui, oui, tout à fait. Mais ils sont fabriqués en Bulgarie, mais achetés par les États-Unis et l'Arabie Saoudite. D'accord. Mais par les États-Unis. Donc, ils ont été livrés, donc en plus, tous dans leur boîte, tout récent, etc. Bon, en plus, alors, qui criaient famine, et enfin, eux et les médias occidentaux, mainstream, qui criaient famine, Alep Est, affamés, etc. Les stocks d'alimentation aussi, qui suffisent pour des années, au moins 10 ans, Oui, oui, oui. qui sont dans ces quartiers. Et dans chaque quartier, donc, il y a ces tunnels et ces stocks. Et puis là, donc, il y a donc toutes les images et tout ça, ça a été montré dans des vidéos filmées en direct par l'agence syrienne, en fait, Al-Akhbariya, et par l'agence aussi Al-Mayadin. Donc on peut les voir, on peut voir les vidéos sur Internet parfaitement de ces comment dire, de ces De armes, ces de stocks ces d'armes. stocks d'alimentation, les stocks d'armes, les stocks alimentaires et les hôpitaux de combat. Là-dessus, je reviens quand même sur la campagne politique et médiatique, en fait, pas seulement médiatique, mais politique, Oui. de tous ces pays qui se disent pour les droits de l'homme, qui se disent démocratiques. Alors, c'est quand même assez incroyable hein, que, à la demande d'Israël, la France et la Grande-Bretagne font appel à une réunion d'urgence du Conseil de sécurité Oui. pour sauver la population d'Alep-Est hein, et pour sauver en fait les terroristes d'Alep-Est, hein, alors que depuis des années que toute la population de la Syrie subit l'horreur. Là, tout le monde s'est bougé et ça a été une véritable tempête sur le plan médiatique d'un côté, sur le plan politique d'un autre côté, où il voulait absolument accentuer aussi des sanctions contre la Syrie, contre la Russie et tous les pays qui soutiennent véritablement le peuple syrien. C'est cynique. Pour dire, ah oui, C'est absolument cynique absolument, parce que absolument. vous parlez effectivement à très forte raison de ces sanctions qui ont déjà considérablement affaibli le peuple syrien par la fourniture des médicaments, par les moyens de subsistance, hein, parce que effectivement il y a une partie des territoires qui sont en particulier autour de l'Euphrate qui sont fertiles qui fournissaient des céréales, des choses comme ça, qui permettaient aux Syriens Ah oui, d'être autosuffisants au niveau de l'alimentaire. Et ces décisions iniques des pays occidentaux pour justement affaiblir en fait les moyens de subsistance des Syriens depuis très longtemps. Donc une nouvelle absolument. vague de sanctions ne pouvait faire qu'atteindre attenter en fait à la sécurité alimentaire des Syriens, en plus de ce qu'ils avaient été déjà de ce qui avait été déjà décidé. Donc c'est quand même extrêmement cynique, sans compter que les seuls à vraiment porter son aide, leur aide aux Syriens, ben, c'est le gouvernement syrien bien évidemment, et puis les Russes. Mais il n'y a pas de convoi humanitaire américain, ni français, ni anglais, ni qui que ce soit. Absolument, mais c'est en fait quelque chose de. C'est pas seulement cynique, je peux dire, ça montre quand même que il y a une véritable volonté de faire la guerre au peuple syrien, de l'affamer réellement, sous des prétextes complètement fallacieux de Mhm. démocratie, de je ne sais trop quoi, de le protéger contre son entre guillemets contre son président qui le tue, alors que le président et l'armée défendent le pays et font leur devoir
Ouais. de protéger la population, leur devoir de s'attaquer à des terroristes qui ont pullulé et qui ont pris d'assaut certains quartiers de certaines villes du pays. Euh, et en fait, là, il s'alarme, il remue ciel et terre et toutes les organisations de l'ONU, plus les organisations dites humanitaires, plus les médias, etc., soi-disant pour protéger, et pour protéger qui? Les agresseurs, Ah, en ouais, fait, ouais. qui ne sont rien d'autre que des terroristes qui sont maquillés en révolutionnaires, et des terroristes qui viennent de l'étranger en plus. Mhm. Donc, ça montre à quel point c'est pas seulement cynique, c'est une guerre absolument machiavélique, je peux dire, Ouais. et assez horrible, hein, qui vise la population, qui vise son histoire, qui vise la civilisation, qui vise de tout anéantir réellement Mm. pour des besoins de domination d'un côté, d'une partie quand même, disons-le, qui est géographiquement très stratégique du globe terrestre, puisque Ouais. la Syrie est vraiment un lieu qui est géographiquement important dans son positionnement entre la Méditerranée et les pays asiatiques et les pays entre les différentes mers, je peux dire la Méditerranée, la mer Rouge, la mer Noire et le Golfe. Donc ça, c'est une position géographiquement qui est importante par elle-même, plus le fait qu'il y ait des gisements de gaz et d'électricité, Ouais. de gaz et de pétrole, Ouais. plus le fait que cette position géographique aussi est très prisée pour le passage de tuyaux de gaz, puisque le gaz devient le combustible le plus important depuis la découverte qu'il faut diminuer la pression et la pollution et qu'il faut diminuer aussi l'émanation de température, je veux dire, contre le réchauffement de la planète, etc. Ouais. Donc le gaz est devenu à partir de ce moment-là quand même le combustible le plus prisé, et puisque moins polluant et le plus facile à exploiter, etc., etc. Donc en fait tout ceci militait pour les pays occidentaux, ou surtout pour les États-Unis, qui jusqu'à présent avaient ce projet de dominer le monde, hein, une hégémonie mondiale avec un appétit féroce, bon, Oui. ben, qui aujourd'hui est sur le recul, je peux dire. Bon, c'était leur plan, effectivement, de casser ce Moyen-Orient et de restructurer. Et puis, sous le vocable de nouveau Moyen-Orient, et ça se traduisait par la chute de tous les États souverains, à commencer donc par l'Irak, la Libye, la Syrie, le Yémen, le Liban, l'Égypte, le Soudan. Mhm. Et donc, effectivement, si on regarde bien, on voit que depuis l'Afghanistan, enfin depuis 2001 jusqu'à maintenant, c'est l'un après l'autre, ces pays tombent. Et ceci depuis la chute de l'Union soviétique, Mhm. où en fait pendant ces 20 années, avant que la Russie ne se refasse sa santé, je peux dire, de grande puissance, hein, et ben c'est aujourd'hui, avec la guerre syrienne, la guerre contre la Syrie, que les États-Unis mènent contre la Syrie, je peux dire, que la Russie s'est affirmée comme une grande puissance mondiale. Donc voilà, tout ceci, ça explique en fait que nous sommes
dans l'œil du, comment dire, dans l'œil de la tempête ou Du l'œil cyclone. de l'ouragan Oui. pour de redistribution du monde, quoi.